Et salut les amis, c'est Bellybast. Aujourd'hui, une petite vidéo très particulière, une vidéo en quelque sorte d'introduction pour un travail que je vais vous proposer, que je vais partager avec vous, qui va venir par la suite, qui sera plus en mode reportage. Ici, je vous fais un peu le teaser, je suis un peu en mode impro pour vous parler d'un couteau que j'adore, d'un couteau en mode gentleman folder, d'un couteau super classe, d'un couteau hyper traditionnel et à la fois très moderne puisqu'il est rétro vintage et qu'aujourd'hui ça revient très fort. Donc ce que la France et les pays européens peuvent faire valoir et peuvent valoriser là où les Américains ne pourront jamais nous concurrencer sur ce créneau, c'est la tradition, c'est le savoir-faire ancestral. On parle ici du couteau Nontron, bien évidemment, mon couteau de cœur. J'ai attendu pour la faire. C'est vrai que je suis pas parti sur ce couteau dans un premier temps, alors que c'est le premier canif que j'ai possédé parce que je suis issu plus ou moins de cette ville de Nontron où j'ai passé une partie de ma jeunesse, de mon enfance, puis de mon adolescence. C'est une ville dans laquelle j'ai fait les 400 coups. Alors autant vous dire que je ne suis absolument pas objectif. Pour autant, vous pourrez, chacun d'entre vous, aller plus avant, vous renseigner. On parle de la plus vieille coutellerie, une des plus vieilles coutelleries, en tout cas un des plus vieux couteaux, tout simplement parce que dès le 8e siècle, on a des traces de cette industrie de forge dans cette ville de Nontron, petite ville du Périgord vert, qui a fait sa réputation sur un acier redoutable et extrêmement réputé sur tout le territoire, avec par la suite, dès le XVIe siècle, un couteau Nontron extrêmement connu, et notamment parce que les couteliers, les forgerons étaient capables de monter des minuscules couteaux qu'on pouvait mettre, si vous voulez, dans un noyau de cerise ou bien dans une coquille de noisette. Là, j'ai un exemple parce que j'ai le bouquin, donc une illustration ici, vous voyez. C'est un noyau de noisette et vous pouvez voir à l'intérieur de ce noyau plein de petits couteaux. Voilà, et c'est une tradition et ils continuent à faire ça. Des tout minuscules couteaux que tu peux mettre dans une coquille de noix, de noisette. C'est un pays de la noix, donc effectivement tout ça est cohérent. On peut voir aussi les vieux couteaux ici. Un livre que je recommande sur le couteau de Nontron parce que ça retrace finalement la généalogie, la chronologie des différentes familles qui se sont succédées. Voilà, donc aujourd'hui, cette coutellerie est active. Elle ne produit plus son acier, mais elle utilise le fameux acier T12. Le T12 utilisé par notamment les forges Laguiole. Donc c'est un acier qui vient de Banpertuis, dans l'Isère. Acier très réputé, notamment c'est un semi, alors ils appellent ça un semi-inox. C'est-à-dire il maintient ses capacités d'aiguisage et de tranchant qu'on peut retrouver sur les lames carbone, tout en ayant une caractéristique de longévité et de résistance à la corrosion. Donc, ici, je vais vous présenter quelques modèles parce que je suis allé dans cette coutellerie et je vous renvoie au reportage que je vais bientôt vous publier, un petit reportage à la caméra embarquée, sans prétention, attention, hein, je vais questionner le chef d'atelier qui m'a reçu avec une grande gentillesse malgré les circonstances. On sait qu'on est en plein Covid et que ces petites entreprises artisanales ont besoin de votre soutien. Regardez-moi ces merveilles. Ici, vous avez le couteau le plus connu. On va dire celui qui a fait la réputation du Nontron. Vous voyez, ce look ancestral, ce look quasi primitif avec ces pyrogravures qu'on retrouve depuis toujours sur le manche en buis, une couleur, une longévité incomparable. Le buis, hein, c'est très léger, c'est très costaud. Ça explique aussi pourquoi on retrouve des couteaux de l'époque, parce qu'on voit l'acier qui vieillit, qui rouille, qui disparaît, et le bois reste tout à fait intègre. C'est un bois de fer de la région de Nontron qui a été utilisé depuis toujours, et aujourd'hui encore, ils ont une sélection très drastique sur du bois français pour leurs couteaux.
Je détaille ça dans le reportage. Regardez-moi cette merveille. Voilà, alors on a à peu près la taille d'un numéro 9 chez Opinel, donc je vais le comparer évidemment puisque avec l'Opinel, puisque l'Opinel est venu après et s'est inspiré du Nontron et d'autres couteaux avec son système de virole, car là vous pouvez voir aussi que nous avons une virole bloquante pour rendre le couteau sécurisant. Voilà, là je n'ai plus la possibilité et c'est une virole qui tient plus longtemps en mode intensif que sur l'Opinel, où la virole finit toujours par se déverrouiller. Ici, la virole est très stable. Plusieurs couleurs, plusieurs métaux, que ce soit laiton, que ce soit inox. Voilà. Regardez. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici les nervures. C'est magnifique au niveau de la boule. Voilà. C'est un couteau classe, à la fois classe et à la fois il a son côté tradition, un petit peu comme l'Opinel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui faire quelques tâches, un peu de bricolage. L'épaisseur de lame est la même, mais on voit que l'épaisseur de la pointe est un peu plus prononcée que sur notamment son copain le numéro 9, où la pointe va arriver sur, si vous voulez, va être tellement fine qu'on va faire sans arrêt attention. Alors ça va être très difficile de comparer, parce que là on parle vraiment de millimètres, hein. Mais on va faire très attention aux pointes des Opinel, peut-être un peu moins sur celle du Nontron, avec sa forme plus stylée, hein. On l'appelle stylée, cette forme-là, plutôt. Voilà, alors plusieurs types, hein. Dès le départ, Nontron, c'est diversifié au niveau des formes de lame. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est la collection. Alors là, on a un couteau période actuelle, c'est-à-dire par les forges de Nontron, les forges de la Guiole, donc estampillé Nontron. Et là, vous avez le modèle estampillé Chaperon. Donc c'est la période où moi, je l'ai connu hein, quand j'étais gosse, jusque dans les années 90. Et là, tout ébène. Tout ébène, manche ébène, voilà, virole inox. Regardez-moi cette classe en termes de gentleman folder. Là, vous sortez ça à table. C'est à la fois original du fait de cette lame forme catalane, avec ce petit angle droit très sympa, et à la fois classe et moderne, je trouve, l'ébène et puis l'effet que ça donne, quoi. On a en main un super couteau sécurisé. Et franchement, à part la peur de le perdre, personnellement, j'irais plus pour un usage urbain ou même pour aller au resto, etc. J'irais plus vers ce couteau-là que vers un Opinel, même si j'adore l'Opinel. Mais l'Opinel, c'est du bon marché. Si on voit hein, tout de suite, si je le mets à côté, on a quelque chose de beaucoup plus grossier, quoi. Même si je le compare avec celui-là, les manches sont plus claires, donc on les voit mieux. Vous voyez, c'est la même taille de lame, sensiblement la même largeur, mais alors un manche beaucoup plus gros chez Opinel. Et si on compare les poids, on a un Opinel numéro 9 qui fait donc c'est 53 grammes et un Nontron qui fait 44 grammes. Donc si vous voulez, on a quand même 10 grammes de différence. Celui-là, je ne le sens pas dans la poche, quoi. Si je devais comparer avec une gamme un peu prestige de chez Opinel, donc là c'est un Olivier, qui est très sympa aussi, que j'adore. Olivier, je pèse 53 grammes. Évidemment, c'est pas le même bois, vous me direz, mais enfin c'est la même classe, quoi. Et en termes d'ouvrage, ici, on a du travail à la main. Tout est fait à la main. Pyrogravure, montage, tout ça est fait à la main. Et je vous renvoie donc à mon futur reportage. C'est un teaser là que je vous fais, mais où là, on verra les mecs travailler carrément à la coutellerie, même s'ils sont pas nombreux du fait du Covid. Voilà, ces petites marques là qu'on voit, qui donnent un petit côté, alors selon les avis, ça va donner soit un petit côté un peu celte, un peu primitif, ou bien un peu ésotérique. Donc ça représente un chevron avec 3 points. Il se murmure que effectivement il y aurait un lien avec la franc-maçonnerie et différentes obédiences ésotériques.
Très honnêtement, j'en suis pas persuadé. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un couteau de prestige avec notamment des acteurs et des personnalités politiques qui se trimballent toute la journée avec ce type de couteau. Il y a un côté un peu, voilà, il y a un côté un peu classe, un peu élite, un peu j'ai le couteau, le plus vieux couteau de France en poche et aussi le plus classe, selon moi. Encore une fois, je répète, je suis absolument pas objectif. Alors, on a vu deux modèles, le modèle boule, là, avec son fameux acier T12, finition polie brillante. Ici, on a une finition plus satinée, avec une lame catalane, un manche en ébène et un cul en forme de sabot. Il existe une troisième forme traditionnelle qui s'appelle la queue de carpe, et que je n'ai pas ici, parce que j'aime moins, tout simplement, que je le trouve peut-être la queue de carpe qui fait deux petites pointes comme ça, peut être un peu plus gênant en poche. Vous avez ici un modèle aussi très historiquement marqué avec vous voyez ce ressort derrière en inox là, qui vient protéger le manche. Alors à quoi ça sert ça? Une prise en main, un poids nickel. Alors celui-là, il l'appelle le CAP ou le Palm, le modèle Palm. Alors celui-là, je pèse 45 grammes, hyper léger, commandé par l'armée française à la Première Guerre mondiale. Ça rappelle un peu le Laguiole, vite fait. Toujours manche en buis. Un ressort à l'arrière, très intéressant comme système, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Avec donc un blocage de lame qui se déverrouille en tirant sur cet anneau. Vous voyez, je tire sur l'anneau et là je déverrouille. Voilà. Plusieurs crans. L'armée voulait un couteau léger, sûr, et on peut considérer que c'est peut-être l'un des premiers couteaux pliants tactiques de notre histoire. Je trouve ça, mais terrible. Je trouve ça terrible parce que c'est à la fois moderne, vintage, classe, ultra léger. On ne le sent pas du tout en poche. L'anneau, bah, évidemment que ça sert ensuite à l'accrocher, etc. Mais voilà, on n'en parle pas assez de ces couteaux. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup des Thiers, on parle beaucoup des Laguiole, on parle beaucoup de l'Opinel, Victorinox, etc. Finition satinée, lui aussi. Et puis, un tranchant redoutable, honnêtement, le T12, alors très peu d'infos sur le net sur ce couteau, mais sur cet acier, mais le T12 est un excellent acier, très bon compromis, avec une souplesse, moi j'apprécie ça, parce que les lames qui cassent, franchement, ça me traumatise. Là, on a vraiment une super souplesse de l'acier. Voilà, donc je crois que ça fait partie de leurs critères. Ça fait partie de leurs critères d'avoir un acier redoutable. Alors regardez, on peut aussi avoir un tout petit couteau en porte-clés. Fait main, toujours fait main. C'est ça, hein, la grande, je veux dire, la grande plus-value. Effectivement, vous allez payer ça autour de 60 €. Allez sur le site de Nontron, allez sur le site des couteaux de Nontron. Vous allez voir la grande diversité parce qu'on a aussi des couteaux, je vais dire, très design, très modernes, des couteaux signés par des artistes. On a vraiment des couteaux de table, on a vraiment toute la gamme. Moi, j'ai pris effectivement une gamme plus tradition, mais on a de tout hein, chez les couteaux de Nontron. Regardez-moi ça, comme c'est classe. Quand on l'a en main, franchement, moi, celui-là, j'en suis très content. Il me l'a vendu comme « Oh, celui-là, on le fait plus, si ça vous intéresse. » En fait, il ne m'a pas précisé, mais c'est un chaperon. Donc, effectivement, ils font plus ébène et lame catalane, mais surtout, c'est un chaperon et ça devient, pour moi, une pièce de collection. Et je crois que c'est presque un cadeau, quelque part, que de m'avoir fait ce couteau au prix habituel. Je l'adore. Celui-là, mais alors celui-là, il rentre dans ma rotation EDC direct. Voilà. Donc une grande diversité. Vous avez ici, je vous le fais rapide parce que je suis pas là pour vendre du couteau, mais vous avez ici, voilà,
un ensemble on peut voir, hein, des damiers blancs et noirs ébène, vous avez effectivement de la marqueterie avec double virole, des couteaux signés, le gagnère, là, le gagnère, je crois que c'est mon prochain achat, celui-là il est mais, magnifique. Par contre là c'est tout de suite plus cher, 150 balles, mais si je compare avec le prix des CRKT, le prix des Spyderco, etc., honnêtement, là c'est du fait main les gars. Là, c'est du fait main. C'est pas délocalisé. C'est encore dans la petite ville de Nontron. C'est du fait main. C'est des matériaux nobles. C'est l'industrie française. Alors, je suis pas trop cocorico d'habitude, mais enfin, là, c'est la ville de mon enfance. Merde. Donc, je défends un petit peu. Et puis, on est en période de crise. C'est des industries à préserver. C'est du savoir-faire. On a des gars... Là, moi, j'ai discuté avec le chef d'atelier, mais... On a des gars qui savent tout faire sur un couteau. Justement, ils se sont illustrés par cette volonté de rester polyvalent, que chacun un gars peut faire tout sur le couteau. Ce qui n'est plus du tout le cas des industries du type Opinel ou autres, qui sont des industries un peu plus automatisées et spécialisées, même si on reste sur du Made in France. Par contre, l'acier chez l'Opinel n'est pas français. Voilà. C'est une philosophie. C'est une philosophie de la valeur ajoutée artisanale. Et moi, je dis qu'il faut défendre, surtout que, franchement, on n'a pas de mal à défendre une qualité pareille et une esthétique pareille. Je rappelle que voilà, on a plusieurs formes, plusieurs modèles. Alors j'ai craqué, j'ai fini par craquer sur un autre modèle Nontron qui a une forme typique de Dordogne et du Périgord. On l'appelle le violon. Vous voyez, il a des petites courbures là et là qui rappellent vaguement la forme d'un violon. Et celui-là, il a une épaisseur de lame, alors drop point, il est drop point, et il a une épaisseur de lame de 3 mm. C'est quelque chose de très costaud, avec une épaisseur jusqu'au bout. Et moi, j'adore quand c'est costaud. J'ai pas beaucoup de couteaux comme ça. Une lame de 7 cm, avec toujours l'acier T12 brossé, de toute beauté. Celui-là, il est en chaîne de barrique. Il a été fait en collaboration avec le château Poulvert, qui fait du Mont Basillac. Un super couteau. Très vintage, avec un manche du coup qui est déjà vieilli, hein, puisqu'il a été fait dans une barrique de vin, et qui sent le vieux vin, quoi, hein, qui sent le vin, qui a gardé les odeurs de vin. Nontron, violon, Poulvert, je vous le conseille. C'est une tuerie, celui-là, pareil, dans mon EDC, regardez ça. Ça prend pas du tout de place. Alors, il est un peu plus lourd parce que c'est un couteau à cran forcé. Super ressort, entre parenthèses. Je vous le pèse tout de suite. Ça, voilà, on l'a dans la main. On peut faire autre chose en même temps parce qu'il n'est pas très gros. Le manche n'est pas très épais. On est sur du 73 grammes. On peut travailler, et effectivement, dans le Périgord, on travaille avec ces couteaux, notamment pour ouvrir les noix. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on a une épaisseur. Voilà, c'est vraiment un couteau de travail. Et donc ça me plaît. Comme vous le savez, j'adore les couteaux utilitaires. Voilà. Donc celui-là, pareil. Il a son petit signe Nontron quand même sur la lame. Ça m'aurait fait chier de ne pas l'avoir. Mais celui-là, pareil. C'est un couteau que je peux avoir toute la journée. Mais même au taf, je le sors de temps en temps. J'oublie mon lève-cadre. Paf, ça... je peux ouvrir une ruche avec ça, quoi. Hein. Je veux gratter de la propolis et tout. C'est du costaud. C'est vraiment du costaud. Donc, c'est des couteaux d'une vie. C'est des couteaux de collection. C'est des couteaux de tous les instants. C'est des couteaux à la fois gentleman folder et à la fois plus utilitaires si on le souhaite. Voilà. Le monde entier nous envie ce type d'artisanat, de savoir-faire. On peine à le préserver. Et après avoir discuté en off avec Benoît, le chef d'atelier, j'ai bien senti que voilà, dès là, on est en pleine crise. Et effectivement, dès que les restos ferment, dès que les magasins de couteaux subissent le couvre-feu ou ferment, eh bien, c'est toute une industrie derrière qui souffre. Donc, vive l'achat à distance dans ces moments-là, sur le net.
allez-y, allez sur le site des couteliers, pas que Nontron, mais là, il s'agit quand même d'une petite coutellerie, un petit business dans une petite ville qui s'est préservée depuis toujours comme je veux dire, un joyau de la région du Périgord vert, et il faut soutenir ces artisans à tout prix. Ils font la fierté de notre artisanat et de notre industrie. Voilà, j'en ai fini. Je vais finir mon café tranquillement en lisant le bouquin de Bernard Giverneau, Le couteau de Nontron. Je vous en dirai davantage. Je vous en dirai davantage dans ma prochaine vidéo où là, carrément, je vais sur place et je vois le chef d'atelier avec toute la nostalgie que ça veut dire pour moi. Et puis, j'espère que je vous y retrouverai nombreux. Pour terminer, je vais lire le petit topo qu'on peut trouver sur la pochette du couteau de Nontron. Je vais lire ce petit topo, voilà, qui est plein de poésie. J'ai mon Nontron. Quand on dit ça, quand on a ce couteau-là en poche, c'est comme si quelqu'un vous parlait d'un temps où les choses utiles étaient belles, où l'acier était plus dur que l'acier, où le bois avait la couleur du miel, où le vrai était vrai. Aujourd'hui, le Nontron est toujours fait à Nontron, en Périgord, là où il est né, avec l'acier le plus pur, avec le bois le plus blond. Son manche a la forme et les mystérieux motifs pyrogravés que le passé nous a légués. Sa lame coupe toujours aussi bien tout ce qu'il y a à couper. Aujourd'hui, le plus vieux couteau de France est ce qu'il a toujours été. Le Nontron, un couteau pour de vrai. Allez, ciao, c'était Bellybast!